Nous avons deux sources de financement, deux sources qui sont restées traditionnelles. Les efforts se font, mais on n'a pas encore trouvé des ressources additionnelles. La principale source, c'est les droits d'assises sur les produits pétroliers. C'est notre principale source qui représente 75% de notre enveloppe chaque année. C'est 35 francs, on est revenu, on était descendu à 28, maintenant on est revenu à 35 francs le litre, par litre. Et nous mobilisons autour de 14, c'est-à-dire à partir de 12, l'intervalle de 12 à 15 milliards. 12 à 15 milliards par an pour cette ligne. Après cette ligne qui est restée là, que nous appelons notre ressource traditionnelle, la deuxième, c'est les péages. Les péages, nous avons fait un effort, on est venu trouver 4 péages, maintenant nous sommes autour de 9. Mais il faut reconnaître qu'on a 6 principaux qui apportent un peu de recettes. Et au niveau des péages, l'exploitation est toujours très très difficile. Ça, il faut le reconnaître, il faut qu'on partage. Et puis les niveaux des véhicules sont également lisibles. Nous avons des régies à l'intérieur des routes. Ces régies visualisent l'ensemble des faits et nous sortent la vérité des chiffres et nous comparons avec les déclarations des fiches des caissiers. Et donc, lorsqu'il y a un problème, on arrive à localiser, on dit X, la personne vient, nous respectons beaucoup ces agents, c'est leur carrière. Vous venez, on vous montre les images. Vous pouvez même appeler vos amis qui viennent. On regarde ensemble. Personne n'est contre l'autre. Et on ne peut assumer que les actes. Ça nous a amené à progresser en recettes. On était à 1,6 milliard. Après, lorsqu'on a installé les caméras, au milieu de l'année, vers la fin de l'année, on était à 2 milliards et quelques. Et on a évolué vers 4 milliards. Et aujourd'hui, on évolue également avec les caméras. Mais ce n'est pas une tâche facile. Malgré que c'est fait comme ça, et ils voient comme ça, chaque jour, nous avons également traité. Et ce que ça évite des renvois massifs, parce que au moins c'est individuellement chacun assure. Il y a des gens qui sont là, depuis qu'ils sont là 5 ans, 6 ans, ils n'ont aucun problème avec les agents, ils travaillent correctement et ils n'ont aucun problème. Nous avons réussi, c'est un point important aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait tenir longtemps. Le gouvernement nous a soutenus, nous avons fait des textes, on a les statuts, on a les règlements, on s'est dit qu'avec les caméras, un péagiste pouvait faire la carrière. Il peut faire jusqu'à 30 ans, il peut faire la carrière. S'il choisit. Et nous avons fait tous ces textes-là, ils sont assurés, ils sont déclarés à la caisse et ils sont accès à des prêts bancaires. C'est un fonctionnement normal, comme une vie normale d'agent, de travailleur. Mais c'est très délicat parce que il y a des faits qui méritent que le renvoi. Et difficilement, vous êtes là en tant que premier responsable, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé de garantir cet emploi, la pérennité de cet emploi. Et généralement, le niveau, la majorité, c'est le niveau PPC, le niveau dernier, mais avec la crise dans nos pays, il y a des médecins qui sont là-bas, qui gèrent. Parce qu'il faut survivre avant 20 jours, il ne porte souffle pour ton profil. Mais ce n'est pas aisé. C'est ce que vraiment, la particularité du Togo, je peux dire, ce n'est pas aisé. Et chaque jour, des fois, tu les regardes, ils ne mesurent pas la portée de la difficulté qu'on a pour trouver l'emploi. C'est également, on a voulu faire les concessions, c'est peut-être en cours également de réflexion. Et au niveau du Parlement, nous sommes interpellés, nous avons tenu vraiment les câbles, excusez-moi le mot, mais pour dire, non, nous allons faire une expérience
Et sur cette base-là, le gouvernement pourrait négocier des concessions. Parce qu'aujourd'hui, si on donne la valeur du poste, de tous les équipements qu'on a, et avant maintenant d'aller à la négociation, pour dire, voilà, je veux faire la concession, on peut avoir quelque chose de bien pour l'État. Celui qui prend, c'est que, et nous disons ceci, personne ne va venir prendre sans garantie de personnel. Non. Il prendra, il prend. Il prend l'état des lieux, il analyse, il est libre, il sait ce qu'il va gagner. Ça, on discute et on a un contrat en uniforme. Nous avons salué, parce que quand je suis arrivé, je me suis appuyé sur le fonds du Bénin. Nous avons salué le contenu du contrat du Bénin au niveau de la concession. Il y a un minimum qui est fixé. Et l'État te garantit. Si tu ne peux pas le faire, toi, tu peux. En tout cas, le contrat peut être reçu. Et c'est ça que si nous devons faire les concessions, nous devons être à mesure de garantie. Par exemple, aujourd'hui, nous faisons notre programme d'entretien, on s'est dit qu'on attend 4 milliards. Si vous faites la concession et vous ne garantissez pas les 4 milliards dans la concession, comment vous allez faire pour continuer à financer l'entretien? Donc il faut un minimum, il faut les garder pour la concession. Les perspectives au niveau du fonds du Togo, il y a la vignette, nous avons fait la vignette automobile, on a traité le dossier déjà, il est sur la table du gouvernement pour que nous puissions avoir 80% de ce qui est retenu pour que ça revienne à l'entretien routier. C'est un peu ça, c'est un dossier, bientôt on a fait un travail de fond au sommet et le dossier quand même il est prêt, il est sur la table. En dehors de ça, on n'a pas encore d'autres sources pour ce type de maison. On a environ une vingtaine, entre 20 et 26 milliards au total chaque année, mais on n'a pas une subvention directe, on a juste les taxes. Donc c'est M. William de la Côte d'Ivoire qui va faire le résumé, vice-président, le résumé de l'exposé du Togo. Et les exposants, c'est 2 personnes, c'est ça? Nous avons commencé par un fonds de deuxième génération 97 de référence, la sécurité, elle est garantie, même s'il faut la renforcer. Maintenant, pour obtenir le résultat, pour obtenir un résultat de qualité et de durabilité, il nous faut des ressources humaines nécessaires, c'est-à-dire une administration de qualité, des entreprises de qualité, des bureaux de contrôle de qualité, des études de qualité, des audits de qualité et des cahiers de charges de qualité. Nous allons échanger ensemble et je vais charger mon jeune frère Alassani de le faire. Et de temps en temps, si je peux compléter quelque chose, je le ferai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Heureusement que je ne l'ai pas préparé seul, sinon je vais avoir toutes les difficultés du monde. Après l'exposé des éminentes personnalités qui m'ont précédé. Alors, rapidement, le défi majeur dans les termes de référence, c'est que la GFAO est à la recherche des ressources pérennes et suffisantes et que on doit, ce défi majeur vous a conduit à choisir le thème principal de la réunion de Lomé, à savoir la problématique du financement de l'entretien routier dans les pays du GFAO. À partir de cet objectif général, de ce thème de référence, vous avez défini l'objectif général
qui est de promouvoir et de renforcer les relations de travail entre les fonds d'entretien routier, membres de GFAO, par l'échange d'informations et d'expériences, le développement efficace et harmonieux des fonds d'entretien routier. Donc, c'est dans ce canal que vous avez spécifiquement défini comme objectif, qui fait partie de notre cahier de charge, de partager nos expériences en termes de collaboration entre les fonds, ça c'est à votre niveau, et ensuite d'identifier les mesures permettant de créer un climat de confiance entre l'usager de la route et l'administration chargée de la gestion de la route, de la gestion des routes. Ce développement devrait nous permettre d'atteindre les résultats suivants. Les échanges d'informations entre les pays membres se sont renforcés. Les mécanismes permettant d'assurer la durabilité et la qualité des travaux sont clairement identifiés. Ce qui vous a amené à nous confier le thème « La durabilité de la route en entretien par un entretien régulier et de qualité ». Nous ne sommes plus à présenter, la présentation a été déjà faite et nous allons commencer par entrer dans le vif du sujet. Alors, la BOAD avait commandé en 2015 une étude sur l'entretien routier dans les pays de l'UEMOA. Bilan des 50 dernières années, perspective. Cette étude a livré son rapport en août 2015. Dans cette étude, on a fait ressortir les différentes étapes en termes de fonds de première génération, avant les fonds de première génération et fonds de deuxième génération dans lesquels nous sommes. Donc, tout cela avait été prédisposé par les programmes d'ajustement structurel dans le secteur des transports. Et l'application des orientations de ce programme d'ajustement structurel avait conduit à obtenir déjà un certain nombre de résultats que, Dieu merci, vous connaissez si bien, c'est-à-dire l'entretien et la réhabilitation des infrastructures de transport, l'association du secteur privé à l'exécution des travaux, l'efficacité de l'administration. La mise en œuvre des différents programmes d'ajustement structurel a permis d'obtenir les résultats suivants, c'est-à-dire le désengagement effectif et total de l'état des activités opérationnelles désormais assurées par le secteur privé, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Tous les présentateurs hier en avaient parlé. La réforme des directions existantes dédiées aux routes dans le cadre de la restructuration institutionnelle de la gestion du réseau routier. On en a parlé aussi hier. La mise en place des procédures de fonctionnement, c'est-à-dire ces nouvelles directions-là que constituent les fonds que vous gérez, ont été mises en place. On a mis en place des manuels de procédure, des guides d'inspection, de surveillance et la mise en place d'une banque de données routières. L'allocation régulière des budgets sur l'État, des ressources financières pour la prise en charge de l'entretien routier courant du réseau routier. L'amélioration des capacités de programmation annuelle des travaux courants. Ça, c'est les résultats sur lesquels vos fonds routiers sont venus se greffer. Aussi, nous avons les différents fonds avec les différents noms que vous connaissez mieux. Nous avons essayé de citer quelques-uns. CAPER, Obligère, peut-être si on s'est trompé, vous allez nous corriger, et le cas de SAFER au Togo. Entre-temps, dans certains pays, pour améliorer le service d'entretien routier, on a assisté à la délégation plus ou moins partielle de la maîtrise d'ouvrage avec la création d'agences de gestion de route ou de l'entretien routier comme Ageroute Mali, Ageroute Sénégal, Ageroute Côte d'Ivoire, etc. Alors,
Quand nous parlons de l'entretien routier, de quoi s'agit-il? Contrairement aux grands travaux, les travaux d'entretien routier doivent être effectués régulièrement. L'entretien des routes comprend les activités visant à maintenir les revêtements, les accotements, les talus, les équipements de drainage et toutes les autres structures et installations situées sur l'emprise de la route dans un état aussi proche que celui qui leur était au moment de leur construction ou de leur remise en état. Aussi, l'entretien routier, nous avons distingué 3 grands groupes de travaux. Il y a les entretiens courants, les entretiens périodiques et les entretiens d'urgence. Là, par exemple, vous avez l'entretien routier et l'entretien courant, les travaux d'entretien courant qui sont réalisés, qui comprennent les travaux de faible ampleur effectués à intervalles réguliers, avec pour objet d'assurer à court terme la praticabilité et la sécurité quotidienne des routes existantes et de prévenir leur détérioration prématurée. Nous insistons sur le mot prévenir la détérioration prématurée parce qu'hier dans la présentation, tout le monde était unanime sur le fait qu'il vaut mieux prévenir la dégradation avancée qui, si elle survient, coûte extrêmement plus cher au fonds d'entretien routier. La fréquence des activités est variable, mais elle est généralement à caractère hebdomadaire ou mensuel selon les cas. Ça dépend du schéma de l'entretien que vous aurez choisi. À cela s'ajoute l'entretien périodique, auquel est inclus les activités sur un tronçon à intervalles réguliers relativement longs et qui a pour préserver objet de préserver l'intégrité structurelle de la route. Ces activités sont généralement d'une ampleur un peu plus grande et demandent des compétences plus ou moins pointues et du matériel spécialisé. L'entretien ne comprend pas les travaux de remise en état, l'aménagement d'accotement ou de l'élargissement des routes. Maintenant, on dit si le tronçon comprend plus de 25% de longueur de la route, on ne va plus parler d'entretien. Là, on va dans une remise en état carrément. Donc, nous avons pris aussi une image de la réalité de nos routes qui nécessite une intervention d'urgence. Maintenant, cette image-là, c'est celle où nous disons si nous avons une dégradation plus ou moins avancée qui occupe plus de 25% de la route, on se dit qu'on n'est pas dans le cas d'un entretien routier, mais plutôt dans le cas de toute autre activité. Maintenant, le pourquoi de l'entretien routier. L'objectif, le pourquoi et les objectifs principaux, c'est de préserver le capital constitué par le réseau routier, assurer la pérennité du trafic, assurer un niveau de service correct aux usagers en offrant une circulation au coût minimum avec les bonnes conditions de sécurité et de confort. Vous savez mieux que nous que quand on observe au niveau mondial, chaque zone est identifiée par rapport à ses coûts de transport. Maintenant, quelle est la contribution de l'entretien routier? On en a déjà parlé. À suffisance, on en a parlé, on dit que ça contribue à l'élimination de l'extrême pauvreté. Et ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, les commerces, tout est développé, tout est lié à la route. Hier, notre collègue du Burkina parlait de l'industrie de la route. Ça veut dire que la route génère toute une industrie qui, sans son existence, devrait amener la précarité plus accrue de nos populations. Deuxième élément, c'est assurer l'éducation primaire pour tous. Vous savez mieux que nous-mêmes la portée de la route dans l'éducation scolaire et universitaire, parce que la route permet de convoyer nos élèves. Si vous habitez un peu loin de la ville et vous avez fait l'expérience dans les vacances et à la rentrée, vous allez voir qu'il y a une densité de circulation. Ça, c'est l'effet de la route en termes d'apport à l'éducation nationale. Ensuite, ça permet de réduire la mortalité maternelle et infantile. Vous le savez mieux
que dans les contrées les plus reculées, sans les routes, on compterait plus de morts parce que les routes nous permettent de sauver nos mamans et de sauver les enfants. Maintenant, nous allons essayer d'aller à l'école de l'objet même de notre thème, c'est-à-dire quels sont les principes incontestés pour réussir l'entretien de la route. La règle essentielle de l'entretien de la route consiste à investir aujourd'hui pour réduire les coûts de demain. La première étape, c'est la prise de conscience au niveau des autorités à accorder la priorité absolue à l'entretien de la route, eu égard à ses effets sur nos économies. Et Dieu merci, nous avons franchi cette étape parce que avec l'aide des partenaires, il y a aujourd'hui une prise de conscience, et c'est cette prise de conscience d'ailleurs qui nous a réunis dans cette salle. Le deuxième élément, c'est l'imputation des coûts à l'usager de la route. L'imputation des coûts à l'usager de la route, nous avons commencé avec l'installation des postes de péage. Sauf que le coût de l'entretien routier est suffisamment élevé pour qu'on puisse dire cette seule imputation suffit à couvrir ces charges. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se retrouve face à la problématique du financement de l'entretien routier. Et maintenant, l'autre étape à laquelle nous devons y penser, c'est de gérer la route comme un service marchand. Je pense que le Ghana l'a soulevé un peu hier en disant qu'au Ghana, il y a des marchés, il y a des routes privées où un individu ou un groupe d'individus se mettent ensemble pour pouvoir construire une route, gérer la route, pour que tout usager qui va passer sur cette route puisse en payer le prix. Dans les années à venir, nous serons obligés d'aller vers là. Et tout cela exige, et c'est le summum, c'est le dernier point, cela exige que nous soyons plus rigoureux dans la gestion, que nous mettons la gouvernance au cœur de la gestion de la route. La gouvernance au cœur de la gestion des institutions chargées du service de la route. Mon aîné l'a soulevé tout à l'heure, c'est le plan qualité. C'est-à-dire mettre en place un système de qualité pour garantir la qualité des travaux d'entretien routier. Donc il convient de veiller à la production des directives communes sur l'ensemble d'un territoire, de veiller à une centralisation, à une exploitation transversale des résultats. Il est important d'introduire des délais de garantie des ouvrages dans le cahier de charges des entreprises. Hier, on a parlé d'engagement de performance. Je pense que l'idée ici, c'est d'aller dans ce sens en disant attention, nous n'allons pas faire des entretiens routiers parce que nous voulons donner des marchés. Nous allons faire des entretiens routiers parce que nous voulons avoir des résultats. L'autre élément, c'est la matérialité des contrôles. On en avait parlé hier, mais c'est un élément fondamental pour réussir l'entretien routier. À ce niveau, il est important de veiller à une présence de chaque type de contrôle pour minimiser les risques quant à la durabilité des entretiens réalisés. Je pense qu'à ce niveau, le doyen a quand même une expérience à partager avec nous. Nous allons l'écouter. Tout le problème vient du contrôle. Alors, comme le doyen vient de le dire, c'est que l'efficacité du système de contrôle est la clé pour réussir les défis de l'entretien routier. L'efficacité du système devrait être régulièrement vérifiée. Pour les chantiers d'une certaine importance, il faut mettre en place un système de contrôle permanent afin de détecter les écarts par rapport aux exigences de qualité imposées aux entrepreneurs. De s'assurer qu'un traitement est réservé par l'administration aux non-conformes. Il va falloir qu'on y passe à l'étape de sanction. Je pense que hier, dans la salle, un présentateur avait fait cas
de sanctions, mais sanctions qui ne sont pas vraiment sanctions. Quand on va remonter un peu plus haut, hier notre présentateur du Bénin avait fait un partage d'expérience. Des chiffres sont sonnants. Il disait de façon informelle dans sa présentation que on disait qu'au Bénin à peu près c'est seulement 30% de l'argent qui va effectivement à la bourse. Ça veut dire que quelque part, quand les gens offrent des propositions alléchantes, moins disantes, en réalité, ils ont des mécanismes pour pouvoir se rémunérer après. Donc, nous allons continuer parce que l'efficience d'un système se définit par le rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Le bénéfice lié à un contrôle renforcé nécessite qu'un contrôle et une surveillance renforcée des travaux soient adoptés. Un manque d'effectifs qualifiés. Dans leur volonté d'afficher et d'accélérer certaines études, les agences routières peuvent être tentées d'outrepasser leur rôle de maître d'ouvrage délégué et d'empiéter sur le rôle de maître d'œuvre dévolu au bureau de contrôle. Et nous terminons en disant, avant que le doyen ne partage son expérience, sa dernière expérience en la matière, que si nous voulons avoir l'efficacité ou relever le défi de l'entretien routier, il va falloir qu'on évite surtout un contrôle conciliant entre l'entreprise qui réalise l'ouvrage et le bureau technique qui est chargé de faire le contrôle technique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais également joindre ma voix pour remercier, féliciter nos présentateurs. Je pense que c'est un thème très sensible et que je voudrais que les débats nous amènent à donner comme cahier de charge. Nous, fonds d'entretien routier, quelle partition nous pensons que nous devons jouer pour qu'on garantisse la qualité, le sérieux. Nous disons nous n'avons pas l'argent. Nous sortons, le peu qu'on sort, il n'y a pas de contrepartie. Nous sommes impuissants. Qu'est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire? En fait, je l'ai dit, j'ai dit, le rôle des fonds d'entretien routier de GFAO pour garantir la qualité de l'entretien. Il revient au cours de nos débats d'arriver à trouver des éléments que nous considérons s'il faut se mettre comment faire pour que nous puissions jouer. Au niveau du Togo, les difficultés que nous avons, ces difficultés sont au niveau de la passation des marchés, au niveau également du contrôle, parce que tout est fait par l'administration, c'est-à-dire notre ministère technique de tutelle. Nous avons lutté pour mettre en place un comité mixte, c'est-à-dire l'administration et la affaires pour charger. Mais on n'a pas encore obtenu une efficacité. Nous avons également demandé, même à le BCA qui était assez, nous avons adressé une lettre d'exigence pour dire qu'il faut que nous soyons ici ou ça au niveau des DAO, le montant des DAO pour maîtriser, mais nous n'avons pas encore des éléments concrets pour dire voilà, nous avons fait ça, on a eu ceci. Le problème fondamental, je participe aux réunions également du cabinet, lorsqu'on réunit les deux de concours, lorsqu'on réunit les entreprises, c'est quand sur table on fait le débat. Je vois que monsieur le DG s'est beaucoup plaint. C'est des contributions et ce n'est pas une question. Et moi aussi, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je voulais demander, on connaît que tout le monde sait qu'on travaille avec les documents, les statuts et règlements de la Banque mondiale, les directives de la Banque mondiale. Pourquoi pas les directives finalement de la FERA, du GFAO? Essayons un peu de sortir de ça, c'est eux qui nous imposent. Pendant la passation des marchés, la qualité et coût, ça se crée, mais ça ne se fait jamais correctement. Et c'est en chaîne.
Eux, ils font pas bien. Nous, nous faisons pas bien. Moi, j'ai fait 12 ans comme chargé de projet. En âme et conscience, je sais que je n'ai pas toujours fait mon travail. Chargé de projet, chaque fois que tu te donnes le temps de lire un rapport de fond en comble, ce que je voulais de vous dire là, réfléchissons là-dessus. Faisons de notre côté ce qui nous arrange, ce qu'on peut gérer, et sortons un tout petit peu vraiment de ce qu'on nous exige, de ce qui nous impose. Je vous remercie. En parlant de la qualité des travaux, nous savons que la qualité des travaux dépend en partie des entreprises et aussi des lieux de contrôle. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous avez mis en place une stratégie de renforcement de capacité et de catégorisation des entreprises et des lieux de contrôle? Ça c'est un. La deuxième question, elle est relative aux routes en terre. Nous parlons de durabilité. Est-ce que vous avez initié ici des techniques innovantes de stabilisation des routes en terre? Et la troisième et dernière question, le rapport au coût des travaux. Je voudrais avoir une idée sur le coût moyen au kilomètre des entretiens courants et entretiens périodiques des routes en terre. Je vous remercie. Je voudrais d'abord féliciter les deux intervenants pour la qualité de leur intervention, particulièrement à l'expert comptable. Je voudrais peut-être qu'on ajoute un autre label, un expert comptable routier, à travers la qualité en tout cas des interventions depuis hier. Et dire que en fait, le résumé en fait, de ce thème-là aujourd'hui peut être fait à travers les deux conclusions, notamment investir les produits dans l'entretien permet en fait, de réduire le coût de demain. Ça également, ça rejoint notre thème d'hier, sécuriser les ressources pour l'entretien routier. Et la dernière conclusion, c'est éviter le contrôle conciliant entre l'entreprise et le bureau de territoire. Et à travers les interventions depuis hier, on remarque que c'est la même réalité. Le problème ici peut être résumé en deux niveaux. Il y a d'abord au niveau des prix des soumissionnaires. Il arrive que, comme dans l'intervention on a dit, le soumissionnaire fait son offre à un prix très bas, mais il va se débrouiller pour que les attachements, les dépenses soient signés. Donc à ce niveau, je dis, est-ce que à travers notre groupe, est-ce qu'il ne faudrait pas songer à une mercurielle au niveau de tous les pays pour qu'on sache, par exemple, une tâche bien donnée, il y a un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Je donne un exemple parce que j'ai eu à payer une entreprise qui a présenté son offre avec la tâche Q350, je donne au niveau de Burkina. La Q350, lorsque on intègre tous les agrégats, le mètre cube c'est autour de 120 000. Et je crois que, très humblement, nous devrions tirer leçon de l'expérience de la gestion des péages du Togo et revenir à leur école. Je dis revenir parce qu'en 2017, j'étais venu à Lomé avec une équipe d'experts parce que nous préparions des journées de réflexion sur l'entretien routier au Bénin. Et nous avions eu la chance de rencontrer le DG, d'échanger avec lui. On a même fait un tour sur un point de péage. Si seulement on avait été un peu écouté, peut-être qu'aujourd'hui, les problèmes que le Bénin rencontre, on aurait pu les éviter. Parce que j'ai constaté que quand on met chaque agent devant ses responsabilités, parce qu'il sait qu'il y a de la lumière sur tout ce qu'il fait, du coup, le risque est limité. Les solutions que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui au Bénin, je ne suis pas sûr que ça apporte des fruits comme ce que nous avons vu de Coton. Moi, je me ferais devoir, si j'étais écouté, de retour à Cotonou, de demander que le Bénin vienne à l'école du Togo. Ça va beaucoup nous aider. Maintenant, par rapport
à la présentation des experts. Je vais commencer par identifier à leur suite quelques mots, puisque les constats qui sont faits, c'est redondant, c'est depuis 10 ans au moins que moi j'ai la chance de participer à vos réunions, c'est les mêmes constats. Et pourquoi ça ne change pas? Vous avez une quantité qui ne peut plus couvrir la route programmée. En dehors de cela, c'est le temps d'exécution. Parce qu'on a des zones au Togo où il pleut 20 jours sur 30 pendant les saisons pluvieuses. Et souvent, les travaux commencent au début des saisons des pluies. Donc, c'est le temps pour exécuter l'entretien routier qui pose problème. Sur les billets annuels, c'est calé. Faut-il chercher une dérogation spéciale pour ça? Bon, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les autres pays, mais nous avons des zones qui sont très pluvieuses et l'entretien est très difficile pendant ces moments-là. Nous avons un autre problème. Nous avons une BDR où les gens sont formés, il y a les logiciels, mais qui sont là et qui croisent les bras. Et à la place, c'est la direction de la planification, du suivi et évaluation qui fait la planification. Donc, je ne sais pas si au niveau des autres États c'est comme ça, ou c'est un cas spécial pour le Togo, parce que la BDR existe de nom, et c'est tout. La BDR, c'est la banque de routiers ou quelque chose, des données routières pour les anglophones. J'ai retenu aussi les prix aberrants. Des fois, le prix unitaire que vous avez dans les marchés, quand vous demandez même aux entreprises de faire les sous-détails de prix, mais ça ne couvre même pas les déboursés secs. C'est-à-dire que le montant qui sert réellement à réaliser le travail. Nous avons eu aussi des problèmes. On a disqualifié des entreprises. On nous a remis en ordre pour dire que l'entreprise dit qu'elle a des déboursés secs. C'est quoi les déboursés secs? C'est-à-dire que l'entreprise a travaillé ailleurs, à quelque part, donc il lui reste des ciments, de gravier. Bon, c'est pourquoi elle a mis un montant comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu la difficulté que nous avons? Je vous dis, même au Togo, on a une route qui a été réceptionnée en 2005 où on n'a jamais pu réceptionner définitivement à cause de ce problème-là. Parce qu'on a alerté, on dit que l'entreprise ne peut pas faire le travail. Mais le bailleur de fonds a insisté et elle a réalisé le travail. À la réception définitive, l'entreprise préférait perdre ses 10% que d'aller réaliser les travaux, puisque les travaux à réaliser étaient 3 fois supérieurs à 10% qu'elle avait réservé. Et jusqu'à présent, bon, heureusement que c'est la faute du bailleur. Donc on a ces problèmes-là, ces difficultés en ce qui concerne les prix. Quelqu'un avait parlé de travaux d'urgence. En réalité, je crois que c'est qui? C'est vous? En réalité, les grilles à grilles ne sont pas proscrits, mais il faut l'expliquer.
Quand vous avez une urgence, vous l'expliquez et vous demandez l'autorisation de la DNCNP. Et on vous autorise d'envoyer 3 entreprises. En réalité, ce n'est plus une entreprise dans nos mains. C'est 3 entreprises maintenant pour les gré à gré. Ce n'est pas proscrit. En dehors de ça, on a aussi une brigade. On avait eu un don de la Chine et on a transformé ça en brigade. Mais vous comprenez, quand les autorités savent que vous avez des engins ici, vous risquez d'avoir ces engins-là dans les champs des gens. Donc, ça n'a pas tellement marché et on a essayé de transformer ça en société chino-togolaise pour éviter que les gens nous arrachent ces engins-là. Nous qui avions fait la régie, c'était nos problèmes. Nos engins se retrouvaient dans les champs. Le colonel, général, ministre, tout ça va. Et puis bon, c'est comme ça. Pendant ce moment, la route se dégrade. Vous voyez. Donc, vous avez cette possibilité-là si vous avez une petite brigade, mais est-ce que cette brigade est capable de faire des travaux de grande ampleur? Vous voyez. Donc, vous êtes obligé de faire un gré à gré, mais avec 3 entreprises de bonne qualité. Bon, je ne sais pas si... Tu continues? Bon, merci beaucoup. Nous avons beaucoup plus de contributions, d'échanges d'expériences que de questions. Dans ce que vous avez donné comme préoccupations, qui sont d'ailleurs des préoccupations partagées par tous, vu que ce n'est pas pour la première fois que les instances de la GFAO explorent le thème. Nous sommes dans un environnement économique où nous essayons de faire ce que fait l'eau de montagne. Que fait l'eau de montagne? Elle avance, elle voit une pierre, elle se voit le flot ou le flux de l'eau n'est pas suffisamment fort pour pouvoir dégager la pierre et elle essaye de contourner. Nous savons le problème. Nous savons ce qu'il faut faire pour solutionner le problème. Nous savons qui sont les acteurs impliqués pour trouver la solution au problème. Nous savons qui doit changer d'attitude et de comportement pour solutionner le problème. Mais notre préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, dans cette salle, on se dit, on n'est pas, notre flot, notre puissance n'est pas suffisamment forte pour pousser ces gens-là à aller dans le sens dans lequel nous voulons aller. D'où tous ces contournements. Sinon, le problème, il est plus simple. C'est-à-dire, au niveau de la programmation, au niveau des contrôles, au niveau de l'attachement, c'est de cesser les complaisances. Mais le problème, ceux qui font ce que nous voyons faire les complaisances, ils sont plus forts que nous. Et du coup, on essaie de trouver des palliatifs pour essayer de voir comment faire pour que, en dépit de cet environnement de l'économie de prédation dans lequel nous sommes, nous essayons de tirer notre épingle du jeu. Je pense que c'est le défi qui nous est posé. Et donc, Madame la Présidente a suggéré que d'abord, pour essayer de mieux réussir, est-ce qu'il ne faille pas, au sortir de cette réunion, arriver à avoir des directives propres à la GFAO? Je pense que c'est une décision que vous pouvez faire. Le plus simple pour faire nos lois,
c'est de prendre les lois qui existent déjà et de les internaliser par des résolutions. Et à partir du moment où vous les avez internalisées par des résolutions, vous pouvez maintenant modifier ces lois-là pour aller dans le sens où vous voulez, afin de pouvoir contraindre les gens à aller. L'autre suggestion que moi j'ai à faire à votre attention, c'est que vous devez transformer la GFAO en une force pour que vos problèmes puissent être suffisamment partagés et que vous agissez comme un torrent pour déplacer la pierre que vous essayez de contourner. Autrement dit, chacun souffrira dans son coin du même problème. L'économie dans laquelle nous sommes, c'est que vous êtes des payeurs, des organismes payeurs. On a mis l'argent chez vous, et je pense que hier, notre collègue du Bénin a suffisamment été clair en disant, le ministre de l'économie et des finances lui a dit, les deux poches m'appartiennent. C'est-à-dire que ce soit au niveau que l'argent soit chez vous, au trésor public, c'est moi qui ordonne pour que vous ayez cet argent. Donc, cessez de me casser les pieds avec vos préoccupations, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Donc, du coup, je pose un problème. Donc, si nous essayons de mettre en application la suggestion, la proposition de Madame la Présidente, en faisant des directives internes à vous, ce seraient des directives de la GFAO ou bien des résolutions de la GFAO qui vont s'imposer à nos États. Et là, vous créez une force. Ça vous permettra de déplacer la pierre qui est au milieu et qui empêche l'eau de couler avec fluidité. Oui. Donc, on a parlé, nos collègues ont parlé du prix proposition d'un mercuriel de prix. Vous l'avez déjà. Ce n'est même pas maintenant qu'il faut le proposer parce que vous avez l'historique des suivis des entreprises et des prestations que ces entreprises vous rendent à travers les bases de données de la route. Vous savez qui fait quelle prestation et quelle qualité. Si aujourd'hui on demande au DG de la SAFER de dire, bon, à son âme et conscience, qu'on veut disqualifier les entreprises moins compétitives, il sait le faire. Mais le seul problème, c'est que quand il va le faire, il y aura quelqu'un plus fort que lui qui va lui taper du doigt sur les doigts pour lui dire, mais arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu tues l'économie nationale, monsieur le directeur. À changer ce système. Mais lui seul, il ne peut pas le faire. Mais si la GFAO lui donne les moyens et que la GFAO est capable en tant qu'institution sous-régionale, d'imposer des directives qui sont acceptées par les autorités publiques, je pense qu'on aura suffisamment fait un pas de géant. Je m'arrête là pour que le doyen puisse continuer. Ok. Moi, ce que je vais proposer au fonds routier pour le contrôle, il faut avoir des contrôleurs pour faire des contrôles inopinés. Je ne sais pas comment vous allez faire avec le conseil d'administration. Cherchez à faire un contrôle inopiné, surtout sur des travaux qui sont vraiment importants. Et c'est là que vous allez voir l'écart. Ces contrôleurs en partant mettent avec eux le laboratoire pour faire le carottage s'il faut faire le carottage. Une fois on l'a essayé, mais vous voyez l'écart, il est très important. On l'a essayé, il était important. Une fois, j'ai dépensé 100 000 francs pour économiser presque 4 millions pour aller faire un contrôle inopiné. 100 000 francs, c'est pour payer 200 litres de litres. Vous voyez un peu les difficultés que nous avons, mais il faut une volonté.
Il faut une volonté. Et il ne faut pas vous arrêter seulement à des réunions, à des recommandations. Moi, j'ai réussi souvent à aller loin, très loin, parce que j'avais la volonté de faire. Quand on frappe haut, dans vos réunions comme ça, il suffisait de chercher même à voir le chef de l'État, de lui dire bonjour. Ah oui, c'est faisable. C'est en une journée que nous, on a créé le fonds d'entretien routier en 1997. Les finances disaient que donc il y avait unicité de compte. Unicité de compte, jamais. Le ministre Amouzou Guénou était le directeur général des finances en ce moment. On dit qu'il y avait unité de... On est sorti, j'ai soufflé à l'expert de la banque, il dit mais il faut demander une audience. On a demandé une pause entre midi et 15h. Le feu et Adama a donné l'ordre de crise. Parce qu'on est parti le voir, il a accepté. C'est comme ça. Parce que si vous n'agissez pas ça, comme ça, vos recommandations là, les gens ne lisent même pas ça. Ils ne lisent pas. Oui. J'étais à la CEB aussi, c'était comme ça. On fait des recommandations. Le Bénin nous devait 25 milliards, le Togo 20 milliards. Chaque jour, les ministres étaient assis, on fait recommandations, ça ne marche pas. Mais je suis parti voir Yahya Boni dans sa maison. Le lendemain, on nous a donné 15 millions. 15 milliards. Après, j'ai poussé le directeur du Bénin et je lui ai dit comment il faut faire pour aller voir fort. On est parti le voir. Le lendemain, on a eu 10 milliards. Et c'est le ministre Ayasso qui a signé, on m'a remis ça. Ça fait 25 milliards. Vous restez avec les ministres et ils ont peur des chefs d'État. Ils ont peur. Oui, ils ont peur de ça. Donc, vous allez pas, puisque vous ne voulez pas être ministre, vous ne voulez être vous êtes venu. Faites tout, c'est ça. Sinon, vous n'allez pas avancer. Pour les prix, je pense que mon ingénieur va donner un peu la réponse, mais c'est depuis que j'ai pris fonction au niveau de la CAPER, j'avais demandé, il est là, l'ingénieur, on a commencé ensemble, qu'on ait des prix minimums. Parce que le par rapport au coût moyen de hausse de prix en terre, ça dépend de la consistance en fait des travaux sur le tronçon. Généralement, la moyenne suit dans les zones qui vont sur les prix suivants, autour de 25 millions. Par kilomètre. Pour la société de location de matériel, le Togo a fait une expérience à mer. En 1997, on a créé la société de location du matériel. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, je ne sais même pas si vous allez trouver le reste des engins qu'on a ramassés dans toutes les directions là-bas. Et cette étude-là a conduit le cabinet à parcourir les 6 régions du Bénin et à travailler sur les déboursés secs que les entreprises doivent faire si vraiment elles veulent réaliser correctement le travail. Et à la restitution du rapport, nous avions invité tous les acteurs impliqués dans le système de l'entretien routier. Il y a eu des amendements qui ont été faits et le rapport final a été déposé. Nous avons 7 membres du Conseil et 4 sont de la société civile. Et depuis qu'on a créé la SAFER, donc c'est la société civile qui dirige. C'est-à-dire c'est le privé qui dirige, qui préside le conseil d'administration. Donc je pense que c'est le seul élément fondamental et ça a ouvert un peu, ça a créé plus de confiance, je pense. Et puis on a un peu plus de soutien en termes de mobilisation des ressources. Connovation nos experts. D'avoir créé le débat et de nous avoir permis de
d'avoir tous ces échanges qui nous permettent de prendre des résolutions afin que les faits jouent leur rôle, pour que nous ayons des travaux de qualité et que notre patrimoine routier qui a été financé à coups de milliards puisse jouer pleinement son rôle et que également contribuer au développement de nos économies. Donc sur ce, je voulais, tel que Madame l'a dit, c'est les résolutions qui vont, les propositions de résolution, nous demandons au cabinet, aux experts de nous les proposer. Également, je vais reverser les notes que j'ai prises au secrétariat pour leur permettre de finaliser le rapport. Sur ce, je voudrais encore remercier l'assistant pour la brillante participation. Merci. Donc on va essayer d'être un peu rapide parce que la journée commence maintenant, la journée déjà commence. Il faut rappeler la 16e Assemblée Générale a eu lieu à Addis Abeba du 16 au 23 février. Et cette Assemblée avait pour thème préserver nos infrastructures routières pour accomplir l'agenda 2063. Et nous avons eu la chance de voir parmi nous le président de la Fédération routière internationale, IRF, M. Kiran Kapila. Et les motions de remerciement étaient présentées par M. William Komera Magouche. La réunion s'articulait sur deux points principaux, l'atelier technique et l'Assemblée générale. Par rapport à l'atelier technique, il y a eu 15 sous-thèmes qui ont été exposés. Nous pensons que c'est quand même excessif pour des assemblées à venir. Nous avons fait la remarque. Il faudrait peut-être recentrer. Et l'Assemblée générale, elle-même qui était sous la présidence toujours de M. Rachid, a développé les points suivants. Je retarde un peu, c'est pour la traduction aussi. Oui, je comprends. Donc, il y a eu l'adoption de l'ordre du jour et du procès verbal de la 15e Assemblée qui s'est tenue à 11 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc le bureau exécutif a rendu visite à M. Siandou Fofana, qui était le premier vice-président de l'AFERA, suite à sa nomination comme ministre du Tourisme. Donc, il était également prévu que le bureau rende visite à M. Moulay Ahmed Boubacar, qui était le président du groupe Focal Afrique de l'Ouest, directeur général de l'autorité routière de l'époque, qui a été premier ministre des Transports et du Désenclavement. Malheureusement, ce déplacement n'a pas pu lieu, ça sera reporté, tel qu'on l'avait dit à Mombasa. Le ministre n'est plus ministre des Transports, mais il est devenu ministre du Commerce et de l'Industrie. Bon, lors de cette assemblée, il était question également de l'adhésion de nouveaux membres, notamment de l'île Maurice, l'Angola, le Congo-Brazzaville, entre guillemets, le Rwanda. Donc l'AFERA a également été invitée à prendre attache avec le Maroc par rapport à son adhésion. Bon, nous regrettons le retrait du Cap-Vert. Effectivement, il y avait beaucoup de soucis, des problèmes internes au niveau de leur pays. Et la mission a été donnée au GFAO de prendre attache avec les autorités capverdiennes
afin que ce pays revienne dans le groupe. Il était question également de mettre à jour le site web de la FERA, tel que le DG Lansaffer l'a dit tout de suite. Au niveau du GFAO, nous avons un site pour redynamiser maintenant avec nos amis de la Côte d'Ivoire. Il était question également du niveau de cotisation de la FERA. Et le niveau est de $3 500 aujourd'hui. Et au regard de l'ambition de la FERA, il a été confié au nouveau bureau rentrant de voir comment augmenter cette cotisation. Il faut également parler de l'enseignement de la FERA comme institution de l'Union africaine. Le plan stratégique, il y avait un plan stratégique également qui était à jour, qui était traduit en anglais et en français. Et la traduction en portugais devait suivre, parce que ces trois langues sont les langues de l'Union africaine et de la FERA en même temps. La traduction du portugais était attendue pour la mise en œuvre. Le rapport financier a fait état d'un manque à gagner entre guillemets de $5 867 entre le bureau sortant de l'époque, qui était dirigé par monsieur le docteur Anthony Lazambi, et le directeur général du fonds d'Éthiopie, qui était le président rentrant. Donc des discussions sont en cours pour comprendre comment il y a cet écart. Il faudrait également noter qu'au niveau du GFAO, nous avons été à jour des cotisations de 2016, 2017 et aujourd'hui 2018. Donc je crois qu'on mérite une félicitation. Et c'est le seul groupe qui a été à jour et qui est à jour. Et c'est le seul groupe qui compte 11 membres aujourd'hui. Donc ce dynamisme, il faut qu'on les garde, ce cap, il faut qu'on les garde et qu'on continue. Et c'est pourquoi, vous m'excusez, je vous emmerde tous les temps avec les mails, les rappels. Vous excusez. Le projet de budget 2018 a été adopté. Et la date par rapport à la 17e Assemblée générale n'a pas été totalement fixée, mais nous savons qu'elle se tiendra en Namibie. À l'époque, le bureau dont je parlais tout de suite est dirigé par Rachid. Voyait son mandat arriver à terme et un nouveau bureau a été mis en place. Et c'est du fait que le groupe focal Afrique de l'Ouest était bien organisé, bien structuré, que nous avons eu la chance d'assurer la présidence. En réalité, c'était le groupe focal Afrique centrale qui devait être président. Bon, mais malheureusement, il y a quelques désordres entre guillemets au niveau de ce groupe. Et le groupe phare, c'est le groupe de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi nous avons assuré la présidence à travers M. Souleymane Traoré, le DG du Fonds d'investissement de Guinée, le vice-président, il répond au nom de Jacob du Kenya. Le deuxième vice-président, M. Ali de la Namibie. Et
et l'auditeur, M. Jean-Claude Kabagoun. Donc au cours de l'Assemblée, il y a 16 résolutions qui l'ont sanctionné. 11 résolutions. Et dans les documents qu'on vous a présentés, vous avez les résolutions en français et en anglais. Nous allons nous faire l'économie de ces résolutions. Donc voilà en gros le point par rapport à la 16e Assemblée Générale. Et en même temps, il était demandé également de prendre attache avec le Cap Vert, les autorités du Cap Vert, pour voir comment ce pays va devenir dans les jeux favoris. Donc voilà en gros le résumé de la 16e Assemblée Générale. Je vous remercie. Compte rendu de réunion, des 2 réunions du bureau exécutif de l'AFERA en 2018. En guise de rappel, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, le bureau exécutif est un organe de l'AFERA composé d'un président, d'un premier et d'un deuxième vice-président, tous élus par l'Assemblée générale, d'un secrétaire exécutif et des présidents des groupes locaux. Il se réunit une fois par trimestre, soit 4 fois par an. Au titre de l'année 2018, le bureau exécutif s'est encore réuni 2 fois, à savoir du 2 au 4 mai 2018 à Toliara au Madagascar et du 5 au 8 septembre 2018 à Mombasa au Kenya. Comme prévu, toutes ces 2 réunions ont été présidées par le nouveau président de l'AFERA, Souleymane Traoré. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. On a les textes de l'AFERA, le plan stratégique de l'AFERA, le plan d'action opérationnelle, le recrutement du secrétaire exécutif, le site web de l'AFERA, les bases de données sur les faits, les cotisations, les comptes bancaires de l'AFERA, le partenariat avec l'Union africaine, le partenariat avec le SFRTP, l'Afrique pesage, la date, le lieu de la prochaine réunion du comité exécutif, la date et lieu de la prochaine assemblée générale de l'AFERA. Ces points ont fait objet d'examen. Il y a eu prise de décision pour certains et d'autres continuent. En ce qui concerne les statuts, il faut rappeler que ces 2 documents avaient été déjà présentés lors des assemblées générales, notamment à Abidjan et à Addis Abeba. Il avait été recommandé que la Côte d'Ivoire, qui avait travaillé sur ces documents, les finalise sur la base des amendements apportés, les traduise dans les 3 langues, en français, anglais et portugais. Ce travail a été fait et à date, les documents ont été transmis aux différents groupes focaux. Il a été en outre recommandé de les faire vérifier par les instances juridiques de l'Éthiopie, qui sera le siège du secrétariat permanent de l'AFERA, avant de procéder à leur signature à la prochaine assemblée générale. En ce qui concerne le plan stratégique de l'AFERA, il faut dire que ce plan avait été également présenté à la 15e assemblée générale d'Abidjan. Le document a été adopté par le comité sous réserve de la prise en compte des amendements. Il a été traduit dans les 3 langues et transmis aux groupes focaux. Concernant le plan d'action opérationnel de l'AFERA, évidemment, ce plan résulte du plan stratégique. Pour cela, je vais directement aux recommandations. Pour faire économie du temps, il y a les recommandations et les résolutions. Donc, ce sera thème de débat aussi. Et si vous avez des questions, des éclaircissements, après lecture, vous pourrez poser vos questions. C'est vous. Donc, les directeurs régionaux des différents fonds d'entretien routier sont invités à prendre part en personne aux réunions du GFAO de l'AFERA. Le respect des engagements,
le nombre de participants, date d'arrivée et de retour, présentation de communication, etc., pris par les différents membres du GFAO pour leur participation aux différentes réunions pour éviter les désagréments du comité d'organisation du pays hôte. C'est-à-dire que même cette fois-ci, il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de mails pour situer les uns les autres et avoir les informations concrètes pour leur arriver, parce que si le pays organisateur a toutes ces informations à temps, ils sont bien à l'aise et ils s'organisent comme il faut. Mais si il faut courir jusqu'à la dernière minute, ce n'est pas intéressant. Donc désormais qu'on prenne soin d'informer à temps pour les organisateurs. Le paiement des cotisations aussi. Vous voyez, bon, je ne sais pas les autres, mais je crois que c'est pareil, ça fait notre fierté. 30 sur 34 pays membres, si on dit que bon, il y a des groupes focaux, notre groupe sort grandi de tout ça, qu'on s'est tous acquittés de nos cotisations à temps, et je crois que c'est quelque chose d'important au sein d'une association comme la FERA. Que nous continuons ainsi. La réponse diligente aux différentes correspondances, notamment les courriers électroniques. Bon, je me rends compte que beaucoup n'ont pas les informations à temps, mais ceux qui sont chargés d'envoyer, d'informer, qu'ils le fassent à temps et rapidement pour que les uns et les autres puissent réagir. Et consulter constamment vos mails. Je ne sais pas pour les autres, mais du côté de mon directeur technique, c'est pas pour le flatter, il donne les informations réelles et à temps. On a témoigné, c'est ça? Mais voilà, merci. Ok, à la suite des recommandations, les résolutions suivantes ont été formulées. Les résolutions 1. L'organisation d'une mission composée du président et du vice-président du GFAO, de l'AFERA au Nigeria et au Libéria, est entamée avant la 10e réunion du groupe focal pour poursuivre les actions déjà engagées en vue de leur adhésion. Donc, toujours, on tient vraiment à ce que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest nous rejoignent. Donc, on est disposé, on attend qu'on prenne contact avec eux pour faire les déplacements spécialement pour approcher ces pays et les avoir avec nous. La résolution 2. La désignation par la réunion du président du GFAO de l'AFERA pour développer à la 15e Assemblée générale de l'AFERA l'élaboration d'un plan d'action avec les indicateurs objectivement vérifiables pour l'application intégrale du règlement 14-2005 Conseil ministériel de l'UMOA, conformément à la déclaration des ministres du 23 septembre 2016 à Cotonou. Résolution 4. L'adoption du règlement intérieur et du cahier de charges relatif à la mise en place du secrétariat permanent sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Vous retrouverez les observations dans le tableau qui sera détaillé par les rapporteurs. Rappel des résolutions et recommandations et adoption du compte rendu de la 8e réunion du groupe focal tenu à Bamako du 6 au 8 avril 2016. En ce qui concerne les recommandations et résolutions qui ont été présentées sous forme de plan d'action, il a été demandé au comité de rédaction de reformuler et résumer le plan d'action en tenant compte des priorités des membres du GFAO. Donc, comme je vous disais, le plan d'action sous forme de tableau
sera détaillé, commenté par M. Sawadou. C'est ça? Je vous remercie.